dans ce sujet plusieurs entrées. Parce que signifie être de gauche? Tout de suite, on pense à plein de choses. À l'histoire, à l'avenir, à des errements, voilà. Donc il y a quand même, qu'est-ce que ça veut dire être la souveraineté des peuples, quand on a vu ce qui s'est passé notamment cet été avec l'affrontement du peuple grec et la Troïka. Il y a la question de l'émancipation humaine, quelle liberté ont les gens pour ne pas subir, voilà. Donc ça c'est aussi une entrée. Il y a la place des citoyens et des citoyennes et le rôle des partis politiques dans cette gauche que l'on invente, dans cette façon de faire de la politique. Il y a comment évidemment ouvrir une autre perspective à gauche, et donc c'est l'avenir pour nous que nous devons aborder. La lutte des classes aussi, la lutte des classes est-elle dépassée? C'est un débat qu'il y a. La République, la nation aussi, une idée neuve. Pourquoi est-elle neuve et pourquoi elle appelle justement avec les institutions à travailler sur une 6e République? Ce qui sous-tend bien entendu, quel avenir pour la gauche anti-austérité, quel verrou à faire sauter, quels atouts et quel potentiel à faire vivre pour réussir à créer un rapport beaucoup plus fort, beaucoup plus influent en faveur de la construction d'une alternative de changement. Et dans cet objectif, justement, et dans cette visée, déployer des offres politiques diverses, variées, permettant aux citoyens d'être acteurs, décideurs, de plein pied, en tout cas, dans cette construction. Alors, on va commencer par Alexandre Dumont, qui va introduire la discussion sur les questions économiques, la lutte des classes est-elle dépassée, et en rapport avec ce qu'on a vécu au moment de la Grèce, mais aussi en quoi le peuple grec a eu à affronter la Troïka dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, ça sera au tour de Karen qui va venir sur la question de l'émancipation humaine. Donc, il va parler aussi des libertés et des moyens qu'ont les gens de s'émanciper face aux dominations, quelles qu'elles soient. Troisième intervenant, ça va être Franck Boulle, c'est République et Nation, est-ce une idée neuve? Enfin, Bernard va aussi prendre la parole sur la question de la gauche, quelle gauche? La gauche de renoncement, la gauche de combat. Comme disait Françoise, je vais intervenir sur la présentation des armes de la gauche d'un point de vue économique. Alors j'ai recentré mon propos plus sur un peu plus théorique pour vous laisser plus la parole, pour avoir plus de répondants avec les exemples. J'ai pas trop développé le volet grec, sauf au niveau de la dette, mais ça j'ai mis dans quelque chose d'un peu plus global. Alors, il faut déjà avoir à l'esprit dans lequel, on va dire, quel système économique dans lequel on vit. En fait, les 70 ans de la sécurité sociale, là actuellement, en 1945, on est sorti après un conflit dans lequel une nouvelle majorité des forces de gauche avait pris le pouvoir, ou était appuyé le général de Gaulle pour créer un nouveau type d'État, l'État-providence, qui existait avant, mais qui s'est ancré à partir de 1945 dans le système français et au-delà. Je fais une parenthèse, je reste sur la France. En même temps, la création de la sécurité sociale, vous avez eu des politiques de nationalisation. Vous avez l'État qui est devenu le bras armé en fait d'un mouvement progressiste pour être présent, pour accompagner de la naissance jusqu'à la mort les citoyens français ou étrangers mais travaillant en France pour leur apporter un bien-être social, l'État-providence, et aussi pour leur éviter tous les aléas de la vie. C'est le système qui a perduré de 1945 jusqu'au début des années 80. En 1980, avec les élections de Reagan aux États-Unis, de Thatcher en Angleterre et d'autres majorités en France, en Europe, une nouvelle conception, on va dire, ça vous le savez, néoconservatrice ou de droite, a fait changer les paradigmes pour avoir une poussée de ce qu'on a appelé actuellement le néolibéralisme. Actuellement, on vit avec les dernières conséquences de ce mouvement économique et de pensée, qui s'est traduit dans l'économie française et européenne, à travers ce qu'avait dit Thatcher en 1983, l'anachronie optimale, vous n'avez pas d'alternative au libéralisme. Donc moi je me suis concentré en fait à expliquer pourquoi actuellement on arrive au terme d'une période à laquelle, à partir de la crise des subprimes en 2008, vous avez un retour en arrière avec la résurgence du pouvoir de l'État
pour sauvegarder l'économie, mais sur des conceptions différentes de ce qui s'est passé en 1945. Donc, gardez bien à l'esprit, et ce sera le commencement de mon intervention, il n'y a pas d'alternative au libéralisme, c'est ce qu'a dit un peu Manuel Valls, c'est des propos que toi tu as parlé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autre chose si on ne part pas en termes libéraux. Qu'est-ce que ça veut dire, termes libéraux? Vous avez un refrain qui circule, le refrain n'est pas de moi, c'est les économistes comme Stiglitz, Krugman qui le disent, c'est qu'à partir du moment où depuis 1973, aucun gouvernement en Europe et surtout en France, vous n'avez pas de voté de budget en équilibre, c'est-à-dire que vous avez une dette qui grossit, on ne peut rien faire sauf rembourser la dette et soit augmenter les prélèvements obligatoires ou faire tout pour réduire comment pourrait-on dire, tout ce qui alourdit le coût du travail, pour dégager des marges de bénéficiaires aux entreprises pour pouvoir relancer la machine économique. Ça, c'est la base. C'est pas d'alternative au niveau de la dette. Il faut la détruire, c'est-à-dire il faut la réduire et pas avoir de dette économique, toujours avoir des budgets excédentaires, avoir le strict zéro absolu, c'est-à-dire pas plus de charges que de dépenses, et surtout qu'il faut lutter pour avoir le coût du travail le plus bas possible. Ça, c'est ce qu'on a vu actuellement, et vous avez un exemple hier avec les négociations sur la retraite, l'ARCOLA et la deuxième caisse. C'est-à-dire qu'on fait un cadeau aux entreprises dans le sens où on a l'impression qu'ils vont mettre la main à la poche pour, on va dire, alléger la dette des caisses de retraite. En revanche, Manuel Valls l'a dit, et ça a été confirmé par le mouvement des entreprises de France, il va y avoir des aides aux entreprises avec des allègements de cotisations sociales sur, par exemple, les accidents du travail. Donc, coût du travail, dette. À partir de là, les conséquences de cette vision, c'est-à-dire pour les finances publiques et même d'un point de vue d'État, et ça vaut pour tous les pays d'Europe, la France, l'Espagne, etc., ceux qui ont été touchés, c'est une réduction des impôts qui est financée par une hausse des impositions indirectes, l'augmentation de la TVA ou l'augmentation des taxes sur les carburants, etc. Et aussi à côté, une diminution des dépenses publiques. L'augmentation des impôts, c'est 7 milliards en 2015. En 2016 encore, ce n'est pas totalement clair, je ne peux pas vous donner les chiffres. En revanche, la baisse des dépenses publiques, c'est 50 milliards d'euros. À partir de là, vous avez 4 points importants qui peuvent être dégagés d'un point de vue d'économie. C'est-à-dire, politique du gouvernement actuel, c'est de se priver de l'arme budgétaire. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour réduire les politiques budgétaires à une politique budgétaire monétaire, c'est-à-dire à une politique de l'offre, soutenir les entreprises, et pas de politique de la demande pour soutenir en fait la consommation. Ça, c'est le premier point sur lequel il faudra revenir tout à l'heure tous ensemble. Deuxième point, lorsqu'on voit la comparaison entre dette et coût du travail, c'est la dette publique est-elle insoutenable? Vous savez à peu près combien est la dette de l'État français? Pratiquement 96% du PIB, ce qui veut dire à peu près dans les 1400-1500 milliards d'euros. Ce qui représente, donc 96% du PIB, ce qui est une somme quand même astronomique, mais qui a aussi des bonnes conséquences, comme il y a des mauvaises conséquences. Bonnes conséquences, c'est qu'un État ne peut pas vivre sans avoir de dette. Et un État aussi ne peut pas s'autofinancer seul. Il y a toujours plus de dépenses que de recettes. La dette, en fait, est cyclique. On contracte des nouvelles dettes en remboursant les anciennes. Ça a toujours existé, ça n'existe pas toujours. D'un point de vue de gestion publique et même gestion privée, la gestion privée, ça vous le savez, on demande à une personne privée, lorsqu'elle contracte un emprunt, de ne pas dépasser 33% de son revenu. La charge de la dette pour l'État français, l'État avec un gros, c'est-à-dire toutes les administrations publiques, sécurité sociale comprise, la charge de la dette, ça ne représente que 5% de son budget. Ce qui est peau de chagrin au final. Donc l'État français pourrait vivre avec une dette énorme, ce qui est le discours un peu différent de ce que l'on entend jusqu'à présent. Troisième point, vous avez l'Europe. L'Europe est-il un carcan? Ça, Françoise en a parlé un peu rapidement, mais la question à se poser, c'est est-ce que les normes européennes, la législation européenne est-elle un carcan à l'État pour pouvoir utiliser toutes les armes dont il a besoin pour apporter le bien-être aux citoyens, qui est un peu l'État-providence.
Vous avez une évolution entre 1957, date de la Constitution de la CE, et maintenant, avec une volonté aussi des dirigeants européens en fait, de réduire le poids de l'État pour éviter en fait, que celui-ci pénètre dans toutes les strates de la société. Ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure avec le libéralisme et le néolibéralisme. Vous avez deux textes importants actuellement. Vous avez ce qu'on appelle le CIPAX et le TUPAX. Et après, vous avez le traité de stabilité et de coordination de la gouvernance, le fameux TSCG. Ça a été repris assez régulièrement dans les journaux. Ces deux textes sont-ils un carcan européen, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont entraver le jeu d'un côté des stabilisateurs automatiques, c'est-à-dire est-ce que vous avez des revenus sociaux qui permettent en fait d'alléger le fardeau pour certaines personnes lorsqu'ils parlent de leur travail. Première question, est-ce que le TSCG va empêcher la conduite de certaines politiques économiques d'investissement public, type en 1932-33 le New Deal aux États-Unis, ou style un peu les nationalisations en 1945 ou alors les nationalisations en 1980. Est-ce qu'actuellement on pourrait faire la même chose en 2015 et au-delà, ce qui s'est passé en 1980 lors de l'alternance? Bon, la réponse est malheureusement non, dans le sens où vous avez le CIPAX, qui est le corps de 6 directives, et le TUPAX de directives, qui vont contraindre, en fait, à une volonté des gouvernants à réduire les déficits publics. Déficit public, c'est-à-dire 60% de dette publique qu'on ne peut pas dépasser, et un déficit public en dessous au grand maximum de 3%. Le TSCG, de l'autre côté, là, ça vise le déficit budgétaire, et ça oblige l'État à réduire son déficit structurel, sous peine d'amende, d'astreinte, si celui-ci, en fait, recourt en manquement contre ses... j'ai presque terminé. Contre ces politiques, on va dire, d'investissement ou de la demande. Après, le quatrième point sur la lutte des coûts et la lutte contre la dette, c'est savoir qu'est-ce qu'on entend par redistribution. Et la redistribution, c'est l'une des 3 allocations qui est dévolue à l'État, enfin l'une de ces 3 fonctions, et à savoir si quelle sorte de redistribution l'État pourrait faire entre les revenus, on va dire, les plus importants et aux moins importants. Je vais m'arrêter là. Il n'y aurait plus trop de la sécurité sociale finalement. Et est-ce que la bascule peut se faire? Bien sûr, oui, la bascule peut se faire. Oui, bien sûr. Bah, l'évasion fiscale, après il faut s'entendre à ce que l'on entend par évasion et fraude fiscale. C'est pas parce qu'on transfère de l'argent à l'étranger que c'est illégal. Oui. L'évasion fiscale est autorisée dans le sens où elle ne va pas contraindre ou contrevenir à des dispositions du droit fiscal. Après, la fraude fiscale, c'est autre chose. Après, vous avez aussi les mécanismes de dépenses fiscales, toutes les niches fiscales qui représentent énormément d'argent. Si, par exemple, on supprimerait la totalité des niches fiscales, des dépenses fiscales de l'impôt sur le revenu, vous auriez 70 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses de l'État. Le produit de l'impôt sur le revenu, c'est 59 milliards. En fait, il n'y a plus de dette de la Sécu. Ouais, c'est sur la dette qui peut être une bonne dette, c'est-à-dire y compris la dette pour investir. On va et ça renvoie en fait avec le TSCG. Vous avez, dans ce que l'on appelle, dans la dette, vous avez la dette d'investissement, la dette de fonctionnement, qui servira en fait à payer pour aller vite les agents publics. La dette d'investissement est une bonne dette dans le sens où, même si on emprunte actuellement, vous avez des revenus qui vont se produire par la suite. Et ça fait un tiers, 2 tiers. 1 tiers pour la dette de fonctionnement et 2 tiers pour la dette d'investissement. Donc la question que je pose, c'est comment peut-on passer outre? Et la deuxième question, je pense que c'était un peu ce qu'il y avait dans la tête du gouvernement Hollande au moment où il a été élu, qu'en fin de compte, en faisant une politique vraiment de gauche, ça allait entraîner, il y aurait un impact sur le remboursement de nos dettes, en particulier le remboursement de nos emprunts, avec les évaluations AAA, enfin, etc. Après, la deuxième question porte justement sur la question des transactions financières, puisqu'en fin de compte, on ne peut pas stopper les transactions,
En fin de compte, elles sont comment s'appelle, la finance se déplace sur l'ensemble du monde, hein, on ne peut pas les stopper. Donc la question se pose, on en a entendu parler, c'est la taxe Tobin ou la taxe sur les transactions financières. Donc dans quelle mesure ça ne serait pas une possibilité justement de contrebalancer ces évasions fiscales voilà. Petit rappel historique. Les nationalisations de 1981, avec la nationalisation du secteur bancaire, de l'armement et une partie des assurances, en fait, les lois de nationalisation avaient été censurées par le Conseil constitutionnel en 1981. Donc, par rapport à ce qui avait été prévu lors du gouvernement, premier gouvernement du monde de la gauche en 1981, il faut quand même savoir que la constitution de la Ve République ne permettait pas tout non plus. La constitution n'était pas neutre. Et il y avait certaines choses à faire. Donc on peut pas, l'État français n'a jamais été libre de faire ce qu'il souhaitait faire. Quand même. On ne peut pas exproprier quelqu'un, il faut avoir un minimum. Est-ce que l'Europe interdit de faire les nationalisations? La réponse est non. On peut nationaliser. On a eu une nationalisation il y a quelques années faite par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre des Finances. Alstom avait été nationalisé à 100%, pratiquement 100%, je crois de mémoire, à 97,8%. Merci. En revanche, ce qui avait été présenté à la Commission européenne, au commissaire chargé de l'économie, c'était de dire on nationalise afin d'éviter un désastre industriel et aussi parce que Alstom était une entreprise stratégique. Actuellement, on était dans un mouvement de va-et-vient. Il y avait une poussée du libéralisme dans la jurisprudence de la communauté européenne, jusqu'en 2008, à partir du moment où l'Europe étant au bord de l'abîme, il fallait quand même que l'État ou les États financent et sauvent les entreprises. Là, vous voyez en Angleterre avec la nationalisation du secteur bancaire, ou les Espagnols qui ont renationalisé il y a 3 mois, bancaire. Donc ça, on ne refuse pas. En revanche, ce que l'on ne peut plus faire actuellement, c'est de conserver dans le giron de l'État des pans entiers de l'économie. On ne peut plus avoir de gestion publique. Parce que quand on entend nationalisation, attention, il y a 2 types de nationalisation. Il y a la nationalisation, c'est simplement un transfert de propriété, mais il n'y a pas de changement d'organisation. La gestion reste privée. En revanche, vous pouvez avoir des nationalisations et une gestion devient publique. La nationalisation de 45, par exemple, il y a un peu de 80, avec personnel sous statut qui sort bon, pour des justifications, etc. Ça c'est plus possible. La gestion publique, la gestion privée, actuelle maintenant, vont vers un point de concordance où on essaye de tirer vers la gestion privée. Mais avec des cheminements, on revient un peu en arrière, étant donné que là, on arrive à un point de non-retour, on est à un carrefour, en fait, à la croisée des chemins, à savoir, est-ce qu'on continue à aller dans un sens ou on retourne? C'est pas clair. Hein. Et il y a des fluctuations. Le fait que l'Espagne ait eu son budget validé il y a 4 jours, alors qu'il y avait une nationalisation qui était prévue dedans, par un gouvernement de droite, mais validé aussi par la Commission, c'est que c'est pas clair. Là, je ne peux pas vous donner plus d'infos. Donc, le carcan, il est dans le sens où on ne peut plus faire de gestion publique. En revanche, on reste dans la gestion privée. Mais on peut nationaliser. On peut nationaliser à partir du moment où vous n'allez pas avoir un déficit public qui va sortir des cadres du TSCG dont je vous ai parlé. Et aussi qui rentre dans les règles des 6 directives et des 2 autres directives, où on ne doit pas dépasser la dette à 60% du PIB, et on ne doit pas exploser les déficits à plus de 3%. C'est dans ce sens-là. Donc c'est possible, mais dans une vision beaucoup plus privatiste de la gestion. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui. C'est bon pour ça? D'accord. Et qu'on peut, si on a la volonté, en changer les règles. Ce qui me fait penser à cette déclaration terrible de Jospin quand il était Premier ministre, en disant la force de l'économie face à la politique. Quoi. Or, son exposé justement montre que eux connaissent tout ça, toutes ces règles-là. Et ils pourraient très bien, comme force politique en France et en Europe, faire en sorte qu'on n'en soit pas là. Si vous voulez avoir le courage de s'y attaquer. On voit bien qu'en liant la question économique, on voit bien que la question politique se pose avec force. Et quand on dit aux gens, mais il faut être réaliste,
raisonnable, faut s'y faire, de toute façon, serrez-vous la ceinture, il n'y a pas d'autre choix, on voit bien que quand même avec l'exposé d'Alexandre, c'est pas vrai. Non, mais pour faire le lien des préoccupations des gens et l'analyse qui vient d'être donnée, je crois qu'il faut qu'on voit cette espèce de relation dialectique entre 4 choses. L'austérité, l'emploi, la dette et le développement économique. Je crois que les gens ont besoin d'avoir une espèce de schéma, de compréhension et d'action pour voir qu'ils sont liés, puisque l'austérité n'entraîne pas le développement, n'entraîne pas bien sûr le développement de l'emploi, et ces choses se répercutent sur le plan financier. Pourquoi les ouvriers entre 1945 et au début des années 80 pouvaient s'acheter une voiture, une maison, ou pour certains qui vivaient dans les HLM pouvaient avoir une maison à la campagne, etc. À cause de l'inflation. Enfin, bien sûr, du travail, bien sûr, et certains. Le travail économique, plein emploi de reconstruction. Mais il y avait ça. En 1980, vous avez une rupture. Vous allez avoir la crise économique, le choc pétrolier, qui va dire stop, dans le sens où le prix du pétrole va augmenter, et comme l'économie de l'époque était basée sur la production d'hydrocarbures, bah, quand ils dépensaient 50 en 72, il fallait qu'ils en dépensent 1 million, enfin j'exagère, après en 75-76. Donc ils vont réapprendre à vivre. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont utiliser les méthodes précédentes, on va dire, de ce qu'ils avaient jusqu'à présent, même des gouvernements de droite ou gauche, réinvestissement. Chirac, en 74, lorsqu'il était Premier ministre de Giscard d'Estaing, ça a été le Premier ministre le plus interventionniste de la France. Plus que Mauroy et Mitterrand, plus que les autres, pourtant de droite. Ce qui va se passer, c'est la césure à partir de 76-77. Vous avez une nouvelle génération qui va se mettre en place. Génération, on va dire, de pensée. Génération de pensée où vous allez avoir un changement. Bon, allez, je vais prendre du temps, je suis désolé, pour répondre, pour avoir les idées claires, pour comprendre pourquoi on est actuellement. Génération de pensée qui va prendre les anciens profs dans les grandes écoles, comme les LA, Sciences Po, vont prendre leur retraite. Et là, vous allez avoir des gens nouveaux qui vont, eux, avoir des nouvelles clés de lecture et des armes nouvelles ou des conceptions différentes que leurs aînés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut lutter contre la dette, il faut lutter contre les déséquilibres. Il y a trop de fonctionnaires, l'État est trop fort. Avant, c'était pas ça. Des gens comme Jacques Rueff, même si c'était, on va dire, un hayekien ou quelqu'un de la droite, enfin de la pensée économique, c'était déséquilibre négatif, mais sont nécessaires, État-providence. Là, vous allez avoir un changement. Vous avez ce qu'on appelle la poussée du libéralisme. Libéralisme néo, c'est-à-dire pas de libéralisme classique type Adam Smith. Un nouveau type du libéralisme qui va porter des armes nouvelles de clés de lecture. Celle dont je vous ai parlé. On revient en arrière. On va avoir des politiques qui seront équilibrées. Alors, un État-providence qui va se faire privatiser à outrance. Vous avez la destruction des programmes sociaux aux États-Unis depuis Reagan, Bush et Thatcher et Clinton, qui s'est continué avec le Bush-fils, qui ont conduit en fait à un appauvrissement des citoyens américains. Qu'ont fait les citoyens américains qui ont vu leurs revenus baisser, leur niveau de vie baisser, ils ont emprunté pour vivre. Ils ont continué à emprunter, ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, on pouvait emprunter jusqu'à 50 ans pour s'acheter un appartement. En France, là, c'est impossible. Enfin, jusqu'à récemment, j'ai pas vu passer le truc. Et au bout d'un moment, comme les pauvres empruntaient, payaient à crédit, ils sont allés au bout du système en faisant une titrisation en fait, de la dette sur la dette. Et c'est allé sur le marché financier. La bulle s'est faite, elle a explosé. Et c'est les pauvres qui ont trinqué. Voilà. Et une banque qui a fait faillite. À ce sujet-là, il paraît qu'il y a une autre bulle qui est en train d'éclater, c'est les emprunts faits par les étudiants aux États-Unis. Bien sûr. Ils sont en train de grossir. Bien sûr. Donc, à partir... C'est une technique, hein. Ouais, c'est une technique. À partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, en 2008, il y a le feu au lac. On a renationalise tout. C'est ce qu'ont fait les Américains, c'est ce qu'ont fait les Anglais, c'est ce qu'ont fait une partie des Français. Parce que le super prêt fait par Nicolas Sarkozy à la BNP, qui a été remboursé de son nom, parce que le conseil d'administration de la BNP a pris peur, dans le sens où l'État allait faire valoir ce qu'ils appellent ses golden actions. Son action en or, c'est un droit de vote double. Ils ont remboursé.
Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Là, on est au bord du gouffre pour dire que soit on continue, soit on recule. Continuer, c'est... alors, pour répondre à ta question et aussi à ce que tu disais, les pistes, après, le politique, c'est sûr, peut tout faire. Le 19e siècle était un monde qui était hyper ouvert, beaucoup plus que maintenant, il faut le dire. Pourtant, Roosevelt a fait le New Deal en 1932-33. Créer l'État-providence avant la sécurité sociale française. En 1945, la France, au sortir de la guerre, avait une économie qui était dévastée, mais avant, c'était une économie quand même qui était assez ouverte. Et l'inflation, on oublie toujours l'inflation, mais l'inflation, ce que je disais tout à l'heure, c'est la possibilité en fait de faire perdre sa valeur à l'argent. Et c'est la possibilité aussi pour quelqu'un qui a peu de revenus de pouvoir s'acheter quelque chose.